Quand on est en tendance baissière, il y a toujours deux catégories de personnes qui vont s'affronter. Tu vas avoir d'un côté les permabères, donc des gens qui vont te dire je vous l'avais bien dit que ça allait baisser et ça va encore continuer de baisser. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir les permaboules, des gens qui vont te dire moi oui ça baisse en ce moment mais c'est les soldes, il faut acheter, il faut buy the dip parce que de toute façon ça va remonter à un moment donné. Et donc c'est difficile dans des périodes comme ça d'avoir on va dire un recul sur les événements et d'avoir toujours un esprit rationnel et pragmatique. Donc moi dans cette vidéo je vais te montrer des données chiffrées comme à chaque fois avec des ressources que tu pourras retrouver comme d'habitude dans la description de la vidéo qui vont te permettre de prendre du recul justement sur ces périodes de bear market et de voir finalement ce que l'histoire a à nous enseigner pour nous permettre de prendre des meilleures décisions d'investissement. Donc déjà, il va falloir que je te définisse ce qu'est un bear market pour qu'on parte sur le même pied d'égalité et que je puisse ensuite dérouler mon argumentaire et te présenter vraiment des éléments concrets et factuels. Donc un bear market, c'est la définition officielle, ça correspond à une période où les baisses des prix persistent. Les baisses des prix sont, de ces titres sont au moins de 20% ou plus par rapport aux sommets les plus récents. Donc ça, c'est la définition classique d'un bear market. Le S&P 500 a connu 27 bear markets de 1900 jusqu'à mars 2020, soit finalement un bear market tous les 4,5 ans en moyenne. Donc là, tu as le cours du S&P 500 que je t'ai mis à l'écran, avec ses performances depuis les années 1900, et à chaque fois que tu vois des barres en grise, là, comme tu peux le voir à l'écran, c'est à chaque fois des périodes de récession économique, donc tu le vois, on en a connu quand même plusieurs, et à chaque fois, on a quand même dépassé notre précédent plus haut. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, quand tu investis, de toute façon, tu es obligé de prendre un risque, et c'est ce que je t'ai mis à l'écran, parce que sans risque, de toute façon, il n'y a pas de rendement. Le risque est obligatoire pour obtenir un retour sur investissement. Plus on va prendre de risques, plus on va aller chercher du rendement. Les actions sont finalement plus volatiles que les obligations, mais elles offrent bien évidemment plus de rendement. Donc entre 1900 et 2019, le total des actions mondiales ont délivré un rendement moyen de 5,2% ajusté de l'inflation, tandis que celui des obligations a été finalement de 2%. Donc sur une période de 30 ans, avec ces niveaux de performance et de rendement, les actions, elles auraient pu faire grossir notre portefeuille 2,5 fois plus vite que si on avait investi sur les obligations. Par contre, en général, la volatilité, ça nous fait quand même peur parce qu'on a quand même aujourd'hui une aversion à la perte plus significative, c'est un biais cognitif qui est très connu, on est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut apprendre beaucoup des événements passés, ce qui est l'objectif de cette vidéo. Le S&P 500, comme je te l'ai dit en introduction, ça a connu depuis entre 1900 et mars 2020, ça a connu 27 bear markets, soit un bear market tous les 4,5 ans en moyenne. Donc en moyenne, la baisse, elle a été du coup sur ces différents bear markets de 30% du plus haut jusqu'au plus bas. La baisse, elle a duré 13 mois en moyenne, et il a fallu 27 mois pour retrouver son précédent plus haut. La réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça pour pouvoir tenir ses positions parce qu'on ne sait jamais quand se trouve le point bas et quand le marché va remonter. C'est toujours plus facile quand on regarde le graphique que je t'ai montré précédemment et de se dire oui, si j'avais détenu mon portefeuille, j'aurais fait X montant de performance. Mais je peux t'assurer que quand on est dans des périodes compliquées avec un pessimisme ambiant qui est juste monstrueux, de maintenir ses positions sur du long terme, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Donc, et surtout que quand tu es à l'intérieur, comme je te l'ai mis à l'écran, tu sais pas quand est-ce que c'est le point bas. Tu auras toujours des gens qui vont te dire que ça va descendre plus bas, les permabères, et puis les permaboules qui vont te dire que ça va remonter, et puis finalement ça remonte pas. Donc t'es toujours pris en tenaille entre les deux, et donc encore une fois, même si l'histoire nous enseigne un certain nombre de choses, il y a vraiment une différence entre ce qu'on a pu observer par le passé et la théorie, et après vraiment la mise en pratique et la mise en application de tout ça. Donc sur ces périodes, il y a un fort pessimisme, ce qui peut également nous bloquer pour avancer. Il est toujours plus simple de regarder les données historiques maintenant et de se dire qu'on aurait pu la tenir. La réalité, c'est vraiment quelque chose de différent. Là d'ailleurs, tu vois, je t'ai mis à l'écran le Dow Jones, donc qui est l'un des indices les plus anciens qui existent aujourd'hui, avec ses performances entre 1896 et 2016. Tu te souviens de ce que je t'ai dit précédemment, pour le cas du S&P 500, en général, une baisse, ça a duré en moyenne 13 mois. Si je prends le cas du Dow Jones, il y a eu des périodes qu'on appelle les recovery time, la période entre le plus haut et le dépassement de son précédent plus haut. Des fois, ça a duré plus ou moins long. C'est-à-dire que si tu regardes depuis les années 1896, oui, tu te dis, il y a une tendance haussière énorme, et peu importe ce qui s'est passé, on a toujours dépassé notre précédent plus haut. Et c'est vrai, jusqu'à présent, ça a été le cas. Mais il faut bien prendre en compte ce recovery time, cette période qui des fois est plus ou moins longue. Tu vois, là, ici, il nous a fallu 19 ans pour dépasser notre précédent plus haut. Là, après la Grande Dépression de 1929, il nous a fallu 25 ans pour dépasser notre précédent plus haut. Donc t'imagines que pendant 25 ans, il y a des gens qui ont acheté au plus haut sur cette période-là, et si jamais ils n'avaient pas fait de DCA et qu'ils n'avaient pas du coup lissé un petit peu à la baisse leur entrée de position sur le marché, il aura fallu 25 ans
pour récupérer leur mise de départ, sans prendre en compte l'inflation et toutes les problématiques que ça pouvait engendrer. Donc t'imagines en 25 ans, toutes les erreurs que tu aurais pu faire, tout ce qui s'est dit sur les médias, tous ceux qui disaient que de toute façon ça ne remonterait jamais, etc., etc. Donc ça pour moi c'est vraiment un point super important à prendre en compte, et que en effet, historiquement parlant, si on prend le cas du S&P 500, en moyenne, les périodes de récession et de baisse ont duré 13 mois, mais tu vois que c'est pas valable de partout, et que dans ces 13 mois, pour le cas du S&P 500, il y a des fois où ça a duré beaucoup plus longtemps, et des fois où ça a été beaucoup plus court. Donc ça, c'est vraiment un point super important à avoir en tête. Et si tu as retenu ce que je t'ai dit précédemment, c'est que si on regarde globalement ce qu'a fait la bourse depuis presque 200 ans, à chaque fois on a dépassé notre précédent plus haut, les performances passées ne présagent rien des performances futures, mais en tout cas ça nous donne quand même certaines indications, mais il y a également aussi certains trous dans la raquette, et notamment avec le cas du Japon, sur lequel je voulais me focaliser aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir sur le cas du Japon, c'est que dans les années 80, le marché des actions, en tout cas sur le marché japonais, c'était le plus important du monde, et ça représentait près de 45% du marché action mondial dans le début des années 90. Donc c'était clairement un marché vraiment important. À cette époque, le marché US représentait 29% du marché action. Donc le marché japonais était nettement plus élevé que le marché US qu'on pouvait avoir justement à l'époque. Aujourd'hui, le Japon, et à l'heure actuelle, c'est toujours la troisième plus grande économie du monde. Donc je t'ai mis en premier, tu as les États-Unis, je t'ai mis le PIB, je t'ai mis également aussi la Chine qui est en deuxième position, et encore à l'heure actuelle, le Japon a un PIB de 5,38 trillions de dollars, ce qui en fait la troisième plus grande économie du monde. Pour information, la France, nous, on est septième, avec 2,94 trillions de dollars de PIB. Si on regarde, et si on va sur internet et que tu regardes un indice qui s'appelle le MSCI Japan Index, il faut savoir que cet indice a délivré un rendement de 22,4% de janvier 1970 jusqu'à décembre 1989, presque 2 fois plus que le marché US sur cette même période. Par contre, si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde les performances pareilles du Japon entre janvier 1990 jusqu'à décembre 2019, là pour le coup, le marché japonais a donné un rendement de 0,6% avant l'inflation, c'est-à-dire que là on prend même pas en compte l'inflation. Avec l'inflation on aurait perdu de l'argent. Ça te montre que historiquement parlant, le Japon ça a été un marché qui a été hyper porteur, avec des opportunités d'investissement juste monstrueuses, mais que malgré le fait qu'aujourd'hui ça soit encore une grande puissance économique, ces dernières années ça a délivré des performances qui sont vraiment médiocres par rapport à d'autres marchés, et ça prouve d'autant plus que l'histoire n'est pas immuable, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un marché a très très bien performé par le passé que ça pourra continuer de très bien performer comme ça à l'avenir. Et on va être amené à le faire, mais on peut se poser la question, est-ce que ça sera également la même chose pour le S&P 500 ? On dit souvent qu'il faut mettre du S&P 500 ou être exposé au marché US, parce que historiquement parlant, c'est un marché qui a très très bien performé, mais au même titre que le marché japonais a très très bien performé par le passé, pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas ce même raisonnement, en tout cas ce même questionnement à avoir, pour le cas d'avoir finalement du S&P 500 dans notre portefeuille, et plus spécifiquement dans notre portefeuille d'ETF par exemple. Ce qu'il faut comprendre pour le Japon, c'est que avant janvier 1990, le Japon avait des taux d'intérêt très très bas, avec une haute valorisation de son marché action et de son immobilier, avec une forte dette sur ses entreprises. Et c'est pour ça que je t'ai évoqué précédemment le côté S&P 500 avec le marché US, parce que finalement c'est ce qu'on se rend compte un petit peu aussi aujourd'hui. Récemment la Fed a pas mal augmenté ses taux d'intérêt, mais ça fait depuis la crise des subprimes, donc depuis 2008, qu'on a fait que baisser les taux d'intérêt, que la Réserve fédérale américaine a fait que baisser ses taux d'intérêt, si bien même qu'à un moment donné, avec la crise sanitaire, on était même arrivé à des taux d'intérêt négatifs, ce qui était encore jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité et qui, d'un point de vue économique, n'a aucun sens. Mais on retrouve quand même des similarités entre ce qui s'était passé par le passé avec le Japon et puis ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché US. Donc je suis pas en train de dire que c'est la même chose, et je suis pas encore du tout en train de dire qu'il faut éviter d'investir sur le S&P 500 ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour nourrir ton esprit et te dire que quelque chose qui a fonctionné par le passé n'a pas forcément de garantie de continuer comme ça à l'avenir, et que tu dois toujours te poser des questions et de te dire qu'il y a éventuellement un risque que tu dois identifier et que tu dois être capable de mesurer pour adapter ta stratégie d'investissement par rapport à tes objectifs personnels. Et donc là, ce que je t'ai mis juste en dessous, c'est le cas de l'indice qui s'appelle le MSCI Japan Index.
on se rend compte que entre 2008 et 2023, on a eu des performances positives, mais nettement moins intéressantes que d'avoir investi tout simplement sur du MSCI World. Si on regarde la répartition de cet indice, à l'intérieur, on va retrouver 237 entreprises avec des boîtes comme Toyota, Sony, Hitachi, etc. Et surtout, ce marché va être très présent, notamment sur le marché industriel. Les biens de consommation discrétionnaire, donc qui sont considérés comme étant non essentiels. Tu sais, tu as les biens essentiels comme par exemple la bouffe, le fait de pouvoir soigner, etc. Et bien là, dans ce qu'on appelle les produits discrétionnaires, c'est tout ce qui n'est pas forcément essentiel. Et donc là, tu as toute la répartition. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis les années, tu vois, depuis les années 80 jusqu'aux années 90, c'est un marché qui était extrêmement porteur, qui a énormément latéralisé, en tout cas cet indice japonais, il a énormément latéralisé entre 1990 jusqu'à presque 2010 pour ensuite repartir sur une tendance haussière. Mais ça, c'est valable sur le MSCI Japan Index. Entre 1978 et mars 2023, on a eu des performances annualisées de 6,79%. Mais si on se focalise sur l'équivalent du S&P 500 au Japon, qui va s'appeler le Nikkei 225, là pour le coup c'est vraiment tout autre, c'est-à-dire qu'on a eu une progression positive avec tout ce que je t'ai évoqué précédemment, un super bull market jusqu'au début des années 90, et là depuis les années 90 on n'a toujours pas dépassé notre précédent plus haut. Ça fait 30 ans que le marché est en baisse, malgré le fait que le Japon soit la 3e économie mondiale en termes de PIB, et tu vois, il y a des gens, ça fait 30 ans qui sont dans le trou, qui n'ont pas récupéré d'argent. Donc oui, c'est pas forcément intéressant de faire du market timing, mais il y a quand même des risques inhérents à l'investissement sur certains marchés, sur certains lieux géographiques ou sur certaines classes d'actifs qu'on ne peut pas forcément prédire au préalable, et que même si théoriquement t'entends partout sur internet, et même moi je le dis souvent, de dire que la bourse elle est extrêmement haussière depuis le début et ça fait 200 ans que la bourse est haussière, je parle de manière générale, mais il y a plein d'études qui montrent que justement tout ça n'est pas immuable, que globalement la bourse est extrêmement haussière parce que l'économie de manière mondiale reste quand même positive, il y a de la richesse qui est créée chaque année, mais il y a quand même des gros changements qui sont effectués au fur et à mesure du temps, que ce soit en termes de marché, que ce soit en termes d'industrie, que ce soit en termes de géolocalisation, avec peut-être certains marchés à l'époque qui étaient très performants, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui, et donc il faut faire attention avec les informations que tu pourras retrouver sur internet, que tous les bear markets sont peut-être pas non plus forcément bons à prendre, et je t'ai donné le cas du Japon, c'est pas pour rien. C'est pour te dire que tu auras toujours des gens qui vont te dire dès que ça baisse, il faut acheter, il n'y a pas de problème. Et oui, si tu regardes historiquement parlant ce qui s'est passé, tu as plus de chances et tu as plus de probabilité d'obtenir des résultats intéressants quand tu achètes des baisses et quand tu es sur un marché porteur. Mais il n'y a aucune garantie. Tout le monde disait que le Japon c'était l'avenir, que ça allait remonter, etc. etc. Mine de rien, aujourd'hui, si tu prends le cas du Nikkei 225, c'est pas le cas. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas récupéré leur précédent plus haut. Peut-être que ça le redépassera à un moment donné, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, c'est pour nourrir encore une fois ton esprit et ta réflexion à ce sujet et te montrer que souvent l'histoire nous donne certains enseignements, un certain recul sur les événements, mais qu'il y a quand même des situations très spécifiques sur lesquelles il faut avoir un œil vigilant et comprendre que la meilleure manière pour toi, pour te protéger, c'est d'avoir une diversification qui soit la plus importante et la plus réfléchie possible. Et pourquoi je te dis finalement de te diversifier ? Parce que là, si on prend le cas du Nikkei 225, qui est l'équivalent du S&P 500 pour le Japon, il faut savoir que sur cette période, donc entre les années 1990 jusqu'à même aujourd'hui, on est finalement sur près de 30 ans de baisse. Mais il faut savoir que sur cette même période, si tu prends les small cap de type value, donc avec le critère Smart Beta Value sur une période similaire, on a quand même eu des performances positives au Japon, tu vois. Donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Même sur une période comme ceci, les small cap value ont donné un retour sur investissement de 6,88%, alors que le Nikkei 225 était sur une période de baisse, et ça fait 30 ans que ceux qui ont investi sur le top n'ont clairement pas récupéré leur capital. Donc ça prouve l'intérêt de se diversifier en termes géographiques, mais pas que, de se diversifier en termes d'entreprise. Si tu avais investi sur le Nikkei 225, tu étais présent uniquement sur les large caps
japonaise, bah, tu avais loupé les small caps. Et les small caps auraient peut-être permis de te diversifier et d'accéder sur un niveau de croissance supérieur auquel tu n'aurais pas eu accès si jamais tu avais investi uniquement sur le Nikkei 225. Pour en revenir au S&P 500, pour te montrer des périodes de temps aussi qui peuvent être plus ou moins longues en fonction de certains événements historiques, après la bulle Internet, dans les années 2000, le S&P 500 a eu une baisse importante comme pour le cas aussi du Nasdaq, et il y a eu 12 ans entre la période entre le plus haut dans les années 2000 et la reprise en 2012 de son précédent plus haut. Il a fallu 12 ans pour ceux qui avaient investi sur le S&P 500 pour redépasser leur précédent plus haut. Donc ça prouve aussi que oui, on te dit théoriquement que les périodes de baisse, elles ont duré sur le S&P 500 13 mois. Oui, dans la théorie, c'est le cas, et la moyenne, c'est ce qu'on voit, mais dans la moyenne, ça va prendre les extrêmes au plus haut et les extrêmes au plus bas, et on va te faire justement une moyenne entre les deux, mais tu vas pas voir les écarts types qui va exister. Alors que là, 12 ans, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, et quand tu investis, justement, il faut avoir pour moi tous ces éléments-là en tête. Et finalement, on a le même constat avec le S&P 500 sur les années 2000 que ce qu'on avait pu avoir pour le Nikkei 225 pour le Japon à l'époque. Si on regarde les performances des small cap value américaines sur la période entre les années 2000 et 2012, finalement, les small cap value ont eu une performance de 7,94% sur cette même période et 10,05% depuis les années 90. D'ailleurs, tu as un indice qui s'appelle le MSCI USA Small Cap Value Index qui va te permettre d'investir sous forme même d'ETF sur cet indice-là et qui va te permettre d'avoir une exposition sur les small cap. Et ça prouve encore d'autant plus que les critères Smart Beta, c'est des critères qui sont importants à appréhender et à comprendre et qui peuvent te permettre, in fine, d'avoir une diversification importante et éviter de te retrouver, historiquement parlant, dans les événements que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Avec le recul, aujourd'hui on se dit qu'on aurait mieux fait d'investir très tôt, mais c'est difficilement applicable tout le temps, surtout quand on n'est pas correctement formé, parce que tu auras toujours des personnes qui vont te montrer, comme là ce que je te montre à l'écran, si on avait investi 100 balles dans les années 1900 et qu'on aurait détenu notre argent, qu'on l'aurait gardé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2023, on aurait presque un portefeuille aujourd'hui estimé à 10 millions de dollars. Donc ça c'est dans la théorie, dans la pratique c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que il y a quand même, tu vois, des aspérités sur lesquelles il faut se poser des questions, comprendre aussi qu'on n'est pas capable tous de vivre jusqu'à 123 ans, qu'on n'a pas envie d'investir pendant 70 ans sur le marché et de faire partie des personnes les plus riches du cimetière. Donc il y a toutes ces informations-là à prendre en compte. Oui, il y a des potentiels qui sont importants, mais les bear markets, ça peut en effet aussi te permettre d'accumuler des actifs qui sont peu moins cher que sur des périodes haussières, mais il y a aussi des risques inhérents et les événements historiques que je t'ai montrés, notamment pour le cas du Japon, ça doit te mettre la puce à l'oreille et nourrir ta réflexion sur la manière dont tu veux gérer et tu veux allouer ton portefeuille. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus, tu veux te former sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers, n'hésite pas à rejoindre mon programme de formation offert de plusieurs heures que je t'ai préparé. Tu le retrouveras dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.